Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à ce rendez-vous de l'industrie consacré au secteur de l'automobile. La construction de véhicules a connu ces dernières années une montée en régime si importante qu'elle a permis au Royaume d'attirer de grandes marques sur son territoire et dans leur sillage une myriade d'entreprises marocaines et internationales. C'est ainsi que sont nés des écosystèmes industriels intégrés qui permettent aujourd'hui de créer des emplois qualifiés, d'exporter vers le monde entier, de générer une importante valeur ajoutée et de se positionner sur les marchés de la mobilité. Autant de sujets que nous allons évoquer tout au long de cette édition en compagnie de nos différents invités. Mais avant cela, coup d'œil dans le rétroviseur, regardez. En quelques années, grâce à la vision royale, le Maroc est devenu une base mondiale de production automobile. La stratégie industrielle nationale a favorisé l'éclosion d'écosystèmes performants, modernes et durables, créateurs d'emplois, de progrès et de développement pour les hommes et pour les territoires. Les capacités de production ont plus que triplé, gagnant en efficacité et en qualité. Les jeunes Marocains ont acquis une expérience mondialement reconnue dans tous les métiers liés à l'industrie automobile. Aujourd'hui, le Maroc passe à la vitesse supérieure. Le Royaume atteint une maturité technologique qui lui permet de développer une ingénierie locale tournée vers l'international. Le pays renforce son offre en recherche et développement, à l'instar des nations les plus avancées en la matière, un positionnement unique dans la région. Cette montée en gamme confirme la confiance des partenaires mondiaux, la pertinence et la rigueur de la stratégie marocaine, ainsi que le potentiel de la destination Maroc. Ici, nos compétences développent l'automobile de demain. Il faut dire que l'industrie automobile ne serait pas devenue l'un des principaux moteurs de l'économie marocaine si à l'origine il n'y avait pas eu la volonté, l'ambition et l'anticipation de Sa Majesté le roi Mohammed VI. On en parle tout de suite. Et nous avons été rejoints par M. Moulay Hafid Al-Alami. Bienvenue, ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie verte et numérique. M. Moulay Hafid Al-Alami est la success story de l'automobile au Maroc et, forcé de le constater, avant tout le reflet d'une vision royale. Absolument, tout a été dit. Nous avons vu à travers ces images comment il est nécessaire d'avoir une vision. Alors ce n'est pas une vision automobile uniquement parce qu'elle ne marcherait pas. Il faut avoir une vision bien plus profonde que cela. Ce que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a mis en place est une véritable infrastructure de base qui a pu recevoir ces investissements. Il y a une épine dorsale que l'on retrouve à travers le Royaume qui a désenclavé l'ensemble du territoire progressivement avec des infrastructures phares type Tanger-Med, type le TGV, et tout cela contribue fortement à cette vision qui fait que le Maroc se développe progressivement et de façon très visible. Alors, pour le secteur automobile, en effet, il y a eu une vision et un souffle. Ce que l'on oublie, c'est que l'automobile est une histoire très ancienne avec le Maroc. Somaka est né en 1959. En 1959. Et donc, ça a été jalonné avec des décisions stratégiques très importantes. En 1996, on avait déjà les premiers équipementiers, Léonie, Lear, Yazaki étaient là. En 2005, il y a eu les premiers plans stratégiques. On est passé de certains plans quinquennaux à une vision et à des plans stratégiques, dont le plan émergence, qui était le premier, et le PNEI, etc., pour arriver à la fin, c'est-à-dire aujourd'hui, et il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres plans stratégiques après le PAI. Nous sommes arrivés au PAI. Alors tout ça a fait que ce secteur a un souffle, a une vision en amont
et un souffle et une continuité. Il faut savoir que le Maroc bénéficie d'une structure particulière de gouvernance. Nous avons une monarchie qui est garante des stratégies long-termistes. Et nous avons des gouvernements qui réalisent des stratégies qui sont plus court terme, mais qui ne peuvent pas aller en contradiction avec des visions royales et qui sont, parce que Sa Majesté est garant vis-à-vis du peuple, mais vis-à-vis aussi des investisseurs nationaux et internationaux, de cette continuité. Et c'est grâce à cette continuité, il n'y a pas de changement à tous les arrivées de gouvernement d'une nouvelle vision, donc il y a cette continuité qui a donné au Maroc cette réussite. Alors lorsqu'on regarde aujourd'hui, où en sommes-nous? De quoi parle-t-on? C'est-à-dire cette vision, ces stratégies successives, tout cela, ces infrastructures mises en place, est-ce que ça a donné des résultats ou pas? Il faut savoir que le Maroc a son secteur automobile qui est premier secteur exportateur, chiffre office d'échange, depuis déjà 7 ans au Maroc, dans le secteur industriel, toute industrie confondue. Donc, nous exportons l'automobile étant le fer de lance, et nous assumons cela, le fer de lance de l'industrie marocaine, depuis déjà 7 ans. Nous sommes premiers producteurs automobiles depuis 2017 sur le continent africain. L'Afrique du Sud était devant nous, et je vous confirme, plusieurs années après, que nous sommes le premier producteur, je dis bien producteur automobile, sur le continent africain. Depuis le début de l'année 2021, lorsque le secteur automobile et la production mondiale s'est rétracté, s'est quasi effondré, pour rappeler les choses par leur nom, en raison de la pandémie, eh bien le Maroc s'est positionné depuis le début de l'année comme deuxième exportateur de voitures à destination de l'Europe. Ce n'est pas rien. Quant aux capacitaires, nous sommes à aujourd'hui, je dis bien à aujourd'hui, parce que l'avenir des prochaines semaines, etc., pourrait peut-être changer les chiffres. Nous sommes à 700 000, je confirme, 700 000 véhicules en termes de capacitaire de production au Maroc. Alors il y a eu des erreurs d'interprétation, mais on ne peut pas en vouloir aux non-spécialistes qui parfois veulent s'évertuer en de grands professionnels du métier. On ne mélange pas la capacité de production avec la capacité de consommation. Il y a un ranking du nombre de voitures achetées, consommées par pays, et il y a un ranking du nombre de véhicules produits et du capacitaire. Le Maroc a une capacité de produire aujourd'hui 700 000 véhicules par an sur le territoire national. Nous avons 250 équipementiers, c'est-à-dire des fabricants de pièces détachées, qui sont installés dans notre pays. Et c'est ce qui fait la richesse de ce secteur et qui en fait le premier exportateur national dans le secteur industriel. Il faut savoir que ces véhicules et ces pièces détachées sont exportés du Maroc vers 75 pays. Alors certains, par ignorance, peuvent considérer que nous ne faisons pas beaucoup de valeur ajoutée, mais l'ignorance permet parfois de dire des bêtises. J'invite toute personne qui veut découvrir le secteur automobile marocain de venir physiquement visiter nos centres industriels et elle serait certainement agréablement surprise. À la faveur notamment du PAI que vous évoquiez, je vous propose justement maintenant de commencer par voir comment est-ce que ce plan d'accélération industrielle a permis à ce secteur automobile de passer à la vitesse supérieure. On se retrouve juste après ça. Alors nous avons été rejoints par Hakim Abdelmoumen. Bienvenue, vous êtes président de l'Amicale Association marocaine pour l'industrie et la construction automobile. À vos côtés, Alice Derri, bienvenue, directeur général de l'industrie au sein du ministère, et Kenzal Alaoui, bienvenue à vous également, directrice des industries de l'automobile. Mais je me retourne vers vous, monsieur le ministre, puisque lorsqu'on évoque ce fameux plan d'accélération industrielle, ce PAI, pour le secteur automobile, il y a un mot-clé qui revient systématiquement, c'est la notion d'écosystème. En quoi est-il aussi fondamental? Nous avons restructuré l'ensemble de l'industrie marocaine en écosystème. Ce n'est pas une création marocaine. Nous avons observé ce qui se passait dans le monde et quelles étaient les réussites et nous nous sommes inspirés. Ces écosystèmes consistent à regarder un secteur dans son ensemble avec des locomotives au sein de l'écosystème et aux côtés de ces locomotives-là, une myriade de PME
qui fournissent des pièces, qui fournissent des services à cette locomotive, et l'ensemble constitue l'écosystème. C'est ce qui fait que le taux d'intégration se développe. Lorsque vous avez un écosystème, eh bien, ce véhicule doit être construit, fabriqué, etc., au sein de cet écosystème. L'écosystème n'est pas spécifique uniquement au secteur automobile, il est plus largement appliqué au niveau du ministère à l'ensemble des secteurs industriels. Je me tourne vers vous à présent, Hakim Abdelmoumen, président de l'AMICA. Pour ce qui vous concerne, quels ont été, dans le cadre de ce PAI, les deux leviers majeurs de ces dernières années pour le développement du secteur? Alors, le plan d'accélération industrielle a été représenté pour le secteur automobile marocain un tournant à plusieurs titres. En premier lieu, le plan d'accélération industrielle nous a permis de restructurer, de réorganiser la filière automobile marocaine en écosystème homogène, dit commodité automobile, en corrélation avec la vision du donneur d'ordre final qui est le constructeur automobile. Donc, on parle de commodité d'intérieur véhicule, de carrosserie, de powertrain. Suite à cela, un Team Maroc, et ça c'est une expérience unique et extraordinaire, composé d'acteurs publics et privés autour du secteur automobile, nous sommes descendus ensemble, je dis bien ensemble, sur le terrain pour identifier tous les besoins des chaînons de valeur en horizontal, donc c'est-à-dire vers les constructeurs automobiles pour augmenter le taux d'intégration locale, et en profondeur pour identifier le besoin de valeur ajoutée. Et donc, nous avons agrégé ensemble ces besoins qui ont été transformés en opportunités d'investissement. Parallèlement, dans la mesure où nous étions en partenariat public-privé, l'administration du tutelle, le ministère de l'Industrie, a accompagné de façon volontaire tous les besoins d'accompagnement qui sont identifiés en termes de compétences par filière, par métier, par région, en termes de soutien à l'investissement, en termes de foncier. Et le résultat était là, parce que les objectifs que nous étions assignés pour 2020, en termes d'exportation, d'investissement, de création d'emplois, ont été réalisés de manière anticipée en 2018. Preuve que le travail sur les fondamentaux du secteur automobile ont été mis en place, nous avons connu les 2 dernières années 2 phases. Une phase Covid, confinement, et une phase post-Covid de relance. Alors figurez-vous qu'en plein confinement, preuve de la confiance des investisseurs, les investisseurs ont maintenu leurs investissements, leurs installations, leurs extensions de ville en plein confinement. Et juste après le confinement, toutes les ressources compétences, je dis 100% des compétences, 100% des compétences ont été maintenues et des emplois, et le secteur a pu redémarrer avec une croissance de plus de 30% au dernier trimestre de l'année dernière, ce qui confirme aujourd'hui que nous sommes rentrés dans une phase vertueuse où on augmente l'intégration profondeur, plus de compétitivité, les investisseurs qui viennent réussissent un investissement, génèrent d'autres investissements. Donc aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans gêne que le Maroc se positionne comme étant une des plateformes les plus compétitives à l'échelle internationale. Et d'où l'importance effectivement de ces écosystèmes évoqués un peu plus tôt par Monsieur le ministre. Restons sur cette notion d'écosystème avec vous, Alice Derkri, directeur général de l'industrie. Concrètement, le secteur de l'automobile, comment est-il configuré? Écoutez, la spécificité du secteur automobile, c'est que c'est un secteur qui agrège énormément de métiers et de composants complexes. Donc la méthodologie qui consiste à structurer, organiser un secteur en écosystème performant est particulièrement pertinente pour le secteur automobile. Parce que vous avez besoin, comme l'a rappelé Monsieur le ministre, pour aller chercher de l'intégration locale, vous avez besoin de comprendre comment est organisé le secteur en détail. Ensuite, une fois qu'on a compris et identifié et séparé ces différents écosystèmes, il faut arriver avec des mesures spécifiques. Et la pertinence, encore une fois, de la structuration en écosystème pour le secteur automobile, elle se voit justement dans les mesures qui sont établies en collaboration avec la fédération et le secteur privé pour aller chercher les chaînons manquants à l'intérieur de ces écosystèmes. Parce que vous comprenez bien que l'enjeu d'un écosystème qui serait par exemple l'intérieur véhicule, vous allez avoir un enjeu sur le textile technique, n'a rien à voir avec un écosystème qui est celui de la transmission, par exemple. Vous allez avoir des pièces usinées, assemblées, etc. Donc pour pouvoir être pertinent, pour pouvoir accompagner l'intégration de commodités, de nouveaux métiers, de nouveaux savoir-faire, vous devez rentrer à cette maille-là, qui est précise, pour arriver avec des solutions qui sont co-identifiées et qui vont nous permettre à la fin de rendre l'écosystème
en soi plus performant et en bout de course, l'ensemble de la supply chain performante. Et on a fait cet exercice à la fois avec le métier, mais aussi avec les constructeurs, parce que les constructeurs en eux-mêmes sont des écosystèmes. Monsieur le ministre l'a rappelé tout à l'heure, ce sont des agrégateurs de métiers, de PME, d'équipementiers, et donc leur fonctionnement même nous permettait de travailler avec eux pour essayer de densifier, de rendre plus performants leurs écosystèmes existants. Et c'est ce qui vous permet, en bout de chaîne, d'avoir un taux d'intégration qui est aujourd'hui de plus de 60% dans ce secteur. Sans ça, pas d'intégration locale. Sans compréhension des enjeux, pas d'intégration locale. Donc rapidement, on a aujourd'hui près de 10 écosystèmes, et comme on l'a rappelé, on a des écosystèmes centrés sur les acteurs, les opérateurs qui sont des agrégateurs de métiers et d'entreprises, et on a des écosystèmes qui sont des écosystèmes métiers, qui sont, eux, centrés sur les savoir-faire et les chaînons qui sont à ramener pour le rendre performant et essayer de le compléter au maximum. Un maillage particulièrement fin, effectivement, sur le secteur industriel qui fait la force de ce PAI dont les retombées sur le secteur automobile ont permis d'être mesurées. Kenza Alaoui, vous êtes directrice des industries de l'automobile au sein du ministère. Concrètement, en chiffres, cela donne quoi ? Le Royaume du Maroc s'affirme comme le leader africain de l'industrie automobile et le plan d'accélération industrielle lancé en 2014 sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, enregistre des résultats remarquables que je cite en 4 indicateurs. Le premier, l'emploi. Le secteur automobile a créé plus de 160 000 emplois sur la période 2014-2019 pour un objectif de création de 90 000 emplois, soit plus de 180%. Le deuxième indicateur, c'est la capacité de production. Monsieur le ministre l'a bien évoqué tout à l'heure. Le Maroc dispose d'une capacité de production de 700 000 véhicules pour un objectif initial de 600 000 véhicules. On a nos 2 constructeurs Renault et Stellantis. Renault, avec les 2 usines de Tanger et de Somaka, dispose d'une capacité de production de 500 000 véhicules par an. Et le groupe Stellantis, avec son usine de Kenitra, dispose d'un capacitaire de 200 000 véhicules par an. Le troisième indicateur est le chiffre d'affaires à l'export. Donc c'est l'export automobile qui a évolué de manière significative durant ces dernières années et qui a enregistré en 2019 un chiffre d'affaires de 80 milliards de dirhams et en 2020 de 72 milliards de dirhams, ce qui montre la résilience du secteur durant une année marquée par la pandémie. Et le secteur est en bonne voie pour atteindre les 100 milliards. Je n'oublie pas le 4e indicateur où on a les voitures fabriquées au sein des usines des 2 constructeurs, Renault et Stellantis. Ce sont des véhicules qui sortent des usines avec un taux d'intégration locale de 60%. Le bilan est vraiment positif. Absolument, on comprend bien que ce n'est pas du tout négligeable, surtout dans le contexte actuel. Monsieur le ministre, je me retourne vers vous. Bon, c'est très beau tout cela, effectivement. On produit, on réalise ces véhicules, des pièces, on les exporte. Mais après tout ça, qu'est-ce qui reste au Maroc ? Il reste 31,7 milliards de dirhams de valeur ajoutée. Sur les 80 milliards de dirhams que vous avez vus en 2019, il est resté 31,7 milliards. C'est colossal. Pour vous donner une idée, c'est 1,5 fois la valeur ajoutée de l'OCP. Lorsqu'on fait 80 milliards de dirhams d'export, le commentaire premier est de dire, eh bien, on boulonne tout ça, on importe des pièces, on les ramasse ensemble et on les réexporte. Dans le cas d'espèce, vous avez 31,7 milliards qui sont fabriqués au Maroc, qui sont d'origine marocaine. Ce chiffre a été challengé par le ministère des Finances, avec à la fois la douane, qui était leader de ce projet-là, ce calcul sort de chez eux, l'Office d'échange et la Direction générale des impôts. Ils ont fait un travail méticuleux, précis, bon d'export par bon d'export, et évidemment, en soustrayant tout ce qui était importation, vous avez 1,5 fois l'OCP. Est-ce que quelqu'un imaginait qu'un jour, quelque chose puisse créer plus de valeur ajoutée que l'OCP ? Bien, voici un secteur où le Maroc a commencé depuis 1959, sans relâche, à construire son secteur pierre par pierre, avec beaucoup de patience, en fermant les écoutilles et en traçant son chemin. Alors, ce sont un petit peu de travail du public,
beaucoup de travail du privé, de l'associatif, et avec deux locomotives fortes que sont Renault et Stellantis, avec à leur côté d'autres constructeurs qui achètent beaucoup de pièces au Maroc, type Ford, pour ne pas les citer, près d'1 milliard d'euros par an d'achat de pièces au Maroc. Alors tout ça, la somme de tout ça constitue notre secteur automobile, qui est un fer de lance de l'économie marocaine et en particulier de l'industrie marocaine. Et vous m'avez très gentiment tendu la perche, Monsieur le Ministre, puisque nous allons maintenant disséquer plus en détail cette mécanique bien huilée qui permet aux écosystèmes constructeurs de tracter l'ensemble du secteur. On en parle tout de suite. Et puisqu'on évoque les écosystèmes constructeurs, je vous propose de commencer par entendre le CEO de Renault, Luca De Meo, pour qui le Maroc est un acteur essentiel dans son plan stratégique. Regardez, écoutez. Bonjour, le Maroc est un partenaire historique de Renault Group. C'est un pays à haut potentiel qui est aujourd'hui dans le top 5 de nos pays industriels et dans le top 15 des ventes mondiales du groupe. Le Royaume est aussi clairement un des piliers de notre plan stratégique Renaulution. Et avec ce plan, nous orientons l'activité du groupe vers plus de création de valeur. Nous avons les atouts pour y arriver et le Maroc certainement en fait partie. Je souhaite vous dire ma fierté et celle de nos équipes ici d'être le contributeur clé dans l'essor de l'industrie automobile au Maroc et d'avoir su saisir cette incroyable opportunité. J'aimerais souligner aussi l'importance de notre capital humain. Au-delà du fait que nous sommes la deuxième plus grande entreprise du Royaume en chiffre d'affaires, nous pouvons compter sur l'engagement de nos plus de 11 000 collaborateurs qui ont fait de cette industrie une véritable success story. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin. Nous avons signé des accords ambitieux qui donnent une nouvelle impulsion à notre partenariat. Nous visons d'ici 2025 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en sourcing local et à terme 3 milliards d'euros et 80% d'intégration. Nous avançons en fait déjà en ligne avec nos objectifs parce qu'en début d'année 2021, nous avions déjà dépassé la barre des 60% de taux d'intégration locale. C'est aussi le coup d'envoi pour moi d'une nouvelle dynamique industrielle. Nous préparons l'industrialisation de nouveaux véhicules pour les marques Renault et la marque Dacia dans les 2 sites marocains du groupe. Ces véhicules incluront progressivement les technologies aussi de électrification de Renault. Et c'est avec une grande fierté qu'on dévoile la première Dacia Sandero fabriquée à la Somaka. Enfin, le Maroc a fait le choix stratégique de développer ses énergies renouvelables et de réduire son empreinte carbone. Ce projet de décarbonisation permettra aux industries de gagner en compétitivité. Ce sera un élément structurant dans les années à venir et c'est totalement en phase avec notre vision. La confiance est réellement ce qui structure la relation entre le Royaume et le groupe, ce qui en fait une relation d'exception. La vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI de développer cette activité dans le Royaume, appuyée par le plan d'accélération industrielle en 2014, a positionné le Royaume comme un acteur important dans la filière automobile mondiale. Et cela permet un développement positif de nos activités dans le pays, tout en contribuant à son développement économique. Donc, pour terminer, j'aimerais remercier le ministre de l'Industrie, El Alami, et ses équipes pour cette collaboration fructueuse et solide. Je suis très confiant du travail que nous continuerons à réaliser ensemble. Merci beaucoup à tous. Et après le CEO du groupe Renault, nous avons été rejoints par le directeur général de Renault Maroc, Marc Nassif. Bienvenue à côté de vous, Zohra Samouh, directrice générale d'Afrique Câble, et à ma droite, Mustapha Al-Gharari, directeur général de Tuyoto. Marc Nassif, rappelez-nous un petit peu quelles ont été les grandes réalisations de l'écosystème Renault au Maroc s'il fallait retracer les grandes étapes. Alors, beaucoup a été dit. On voit
L'automobile au Maroc, c'est une longue histoire. Le groupe avec le Royaume, c'est aussi une longue histoire, hein, c'est près de 60 ans. Et l'histoire a été rythmée d'accélération. Depuis cet incubateur qui a été la Somaca, qui a été un véritable catalyseur, on l'a dit, avec assez peu de valeur ajoutée au départ, de l'assemblage, et progressivement des constructeurs qui prennent confiance, des compétences qui se développent. Et puis dans les années 2000, le groupe reprend cette usine. Le fantastique pari de 2007, cette usine de Tanger, qui donne les résultats que nous voyons aujourd'hui. Et 2007, c'est l'année aussi où le Royaume s'ouvre à l'extérieur, puisque c'est l'année symbolique où la première Logan est exportée du Royaume. Donc on sort d'une industrie tournée vers l'intérieur, sans soupçonner la dimension qu'elle allait prendre aujourd'hui. 2016, on a vu les écosystèmes, une année extrêmement fondatrice, non seulement pour le groupe, mais pour l'ensemble des partenaires, avec un pari qui nous semblait fou. Monsieur le ministre, vous nous avez challengé. On va faire au moins 1,5 milliard, voire 2 milliards de chiffre d'affaires de pièces que l'on achète. Hein. Là, il y a de la vraie valeur au Maroc. Et puis l'aiguille de l'intégration locale, on va la faire passer de 40% à 65%, voire plus. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des partenaires, il y en a beaucoup qui sont là, il y a tout un écosystème. Donc c'est une équipe Maroc qui gagne et qui donne des résultats. Alors le pari qui a été pris pour 2023, on est en passe de le tenir. Hein. Nous étions avant le Covid à 1,3 milliard de chiffre d'affaires sourcé. Nous avons dépassé les 400 000 véhicules produits entre nos deux usines. Le rêve devient réalité. Et derrière ça, M. Deméo l'a dit, il y a plus de 11 000 collaborateurs qui sont extrêmement fiers de s'associer à ça. Et je pense que l'ensemble de l'écosystème, quand il voit la réalisation, est heureux de ce qui arrive et peut-être d'un futur encore glorieux que nous avons ensemble. Effectivement, 11 000 collaborateurs, et votre CEO l'évoquait, vous accordez une place importante à la formation ici dans le Royaume. Parlez-nous un peu du rôle que jouent vos différents établissements et notamment ce fameux institut de formation au métier de l'industrie automobile à Tanger. Alors, je l'ai dit, nous avons la chance d'opérer depuis des décennies dans le Royaume. Nous avons des forces vives avec l'ensemble des métiers, toute la palette des métiers que constitue l'automobile. Si nous n'avions pas investi et développé ce capital humain, nous n'en serions pas là. On a différentes écoles. Il y en a une qui est très connue, hein, qui a été co-investie et qui est coopérée entre le Royaume et Renault Group aujourd'hui, qui est le fameux IFMIA de Tanger, qui au passage dispense plus d'un tiers de ses formations à l'extérieur, pour notre écosystème. On veut partager pour que l'écosystème grandisse. Nous avons aussi créé, il y a une dizaine d'années, une école de management. On a identifié cette carence dans nos chaînes managériales. Donc, une école de management à tous les niveaux. Et le commerce n'est pas en reste. Hein. Comment est-ce qu'on arrive à tenir la dragée haute et rester avec nos deux marques, Dacia et Renault, le premier groupe? C'est également, en ayant lancé il y a quelques années, Renault Academy, pour l'ensemble des forces de vente. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous. Un petit mot sur le climat social qui concourt à cela. Vous étiez présent, Monsieur le Ministre, en 2016, en 2018, plus récemment. Nous avons été parmi les premiers, en tout cas au niveau des grands groupes, à signer des conventions de partenariat, des conventions sociales avec notre partenaire. Ça dénote tout simplement des équipes solidaires, mobilisées, sans concession pour traiter les sujets et orientés vers une satisfaction de nos deux clients qui sont nos collaborateurs et les clients qui achètent nos produits et nos services. Luca Deméo a parlé de ce fameux plan stratégique également, Renaulution. Comment est-ce qu'il va se décliner ici dans le Royaume ? Tout d'abord, ce plan est un plan important, il était structurant, il relance le groupe vers le client, vers la génération de valeur, il est très centré sur les marques, il est très centré sur les territoires et bien évidemment au service du client. Pour ce faire, le groupe va relancer un certain nombre de véhicules, industrialiser de nouveaux modèles dans ces différents territoires et bien évidemment le Maroc qui pèse dans le dispositif industriel du groupe est au premier rang. Pour ce faire, nous allons nous appuyer sur nos succès communs, le succès du premier écosystème hein, qui est en train de délivrer toutes ces promesses. Nous venons d'en parler, les promesses engagées en 2016 pour 2023 seront tenues et le groupe s'engage à aller encore plus loin et va concrètement doubler la génération d'activités dans le Royaume, doubler son chiffre d'affaires en passant très rapidement à terme du 1,5 milliard promis et qui sera obtenu à minima dès 2023 à 3 milliards à terme, avec une première étape importante qui va arriver très vite,
2025, 2,5 milliards. Donc c'est un plan qui va être porteur de valeur, où le Maroc, le groupe au Maroc va pouvoir contribuer de manière extrêmement forte, et l'alignement de nos objectifs communs va permettre d'apporter ce booster au service de l'activité, du développement des technologies et des compétences dont on parlait, mais également au service du développement international du groupe. Alors Marc Nassif, cette augmentation du sourcing local, concrètement, comment va-t-elle s'accompagner? Nous allons clairement utiliser 3 leviers. Le premier, c'est le levier que nous avons utilisé ces dernières années pour le premier écosystème. Il a délivré les résultats que nous connaissons, en augmentant l'intégration locale, le contenu des pièces et composants que nous achetons pour nos usines marocaines. Et de même que nous allons porter à 3 milliards ce chiffre d'affaires, nous allons cibler à terme d'atteindre un taux d'intégration locale de 80%, qui est un taux d'intégration locale. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est de pousser les feux sur l'exportation des pièces, qui est déjà un axe stratégique pour nous, vers l'Europe du Sud, vers d'autres continents où nos plateformes sont déjà utilisées. Donc, du contenu pour nos usines, du contenu pour l'export. Et le troisième, c'est le ticket technologique. C'est en profitant du plan Renolution et d'électrification qui va se réaliser dans le temps de nos gammes de véhicules, de nouveaux produits, de ramener beaucoup plus de technologies, des commodités différentes qui vont permettre de ramener des fournisseurs qui n'existent pas aujourd'hui, de continuer à générer de la valeur et, comme on l'a vu, continuer à faire prospérer notre écosystème de fournisseurs et automobiles de manière générale. Donc un plan qui est extrêmement engageant et extrêmement dynamique. Alors dans le cadre de cette dynamique, vous opérez avec des partenaires industriels comme Afrique Câble. Je me tourne vers sa directrice générale, Zohra Samouh. Bienvenue. Alors en tant qu'opérateur marocain, quel créneau du secteur automobile vous occupez? Bien, vous l'avez bien dit, Afrique Câble est un acteur incontournable au niveau du secteur automobile puisqu'elle fabrique l'énergie de la voiture. Nous fabriquons des batteries. Afrique Câble est une entreprise qui est très ancienne, elle a plus de 30 ans dans le secteur. Nos premières batteries ont été montées dans l'usine de Somaka en 1998. Donc, depuis, notre société a accompagné l'évolution du secteur. Il a investi énormément dans des nouvelles lignes de production pour accompagner et le besoin du marché en termes de batteries et en termes de technologie également. Donc, on a été homologué par Renault en 2017. Donc, nous sommes le fournisseur de premier rang pour les 2 usines aujourd'hui, Renault et Tanger et Somaka. On se positionne également sur plusieurs secteurs qui est l'industrie qui la rechange. Donc, nous fournissons le marché de l'aftermarket. Nous nous positionnons également dans plusieurs marchés à l'export. Donc, la vision d'Afrique Câble, c'est d'accompagner le développement de ce secteur. Nous sommes très proches des différents opérateurs de ce secteur, notamment le ministère de l'Industrie et la MICA et les différentes associations du secteur, pour être toujours dans la ligne tracée dans la stratégie globale de ce programme. Alors, autre équipementier de taille à nos côtés, TUI Auto, représenté par son directeur général, Moustapha Al-Gharari, bienvenue. Dites-nous, pour votre part, de quelle manière est-ce que ce plan d'accélération industrielle qu'on a évoqué vous a permis de vous positionner encore plus solidement dans ce secteur de l'automobile? Alors, si vous permettez, 2 temps. Avant le PAI, donc TUI Auto est une vieille PME marocaine qui a accompagné Somaka depuis le début. Le premier virage, ça a été Tanger. Et on avait un historique qui était satisfaisant avec Somaka et nous nous sommes alignés pour livrer, pour être un rang de Renault à Tanger, ce qui était une ambition très importante à l'époque, vu la taille de l'entreprise. Et nous avons réussi, notamment grâce au soutien du ministère de l'Industrie, parce qu'à l'époque, il était difficile aux constructeurs d'imaginer qu'une PME marocaine puisse être rang 1. Donc malgré tous nos efforts, ils disaient oui, c'est très bien, mais vous serez rang 2. Et grâce à un soutien décisif du ministère de l'Industrie, on a pu nous affranchir de
de ce mai et pouvoir travailler en direct avec Renault, une relation qui maintenant dure depuis 10 ans et qui a été satisfaisante. Le PAI, par contre, a été décisif pour nous dans une seconde étape qui est venue en 2016 et dans laquelle nous avons souhaité externaliser un métier qu'on avait en interne mais qui était petit, c'est l'emboutissage et l'assemblage. Et on a pu convaincre un équipementier mondial de nous accompagner que parce qu'il a vu qu'au travers du PAI et d'autres éléments, le Maroc était vraiment un paradis de l'investissement. On a travaillé donc là-dessus, on a développé avec Stellantis d'abord, puis avec Renault ensuite, un site industriel de premier rang à Knetra. Et bon, ce que je retiens là-dedans, c'est le témoignage de nos partenaires qui dans le PAI, mais au-delà de l'aspect incentives, qui est un peu trop mis en valeur, apprécient particulièrement l'aspect formation. Ça a été fondamental, l'aspect formation, la jeunesse, l'enthousiasme des équipes, ce qui nous a permis, avec beaucoup d'avance, d'atteindre les objectifs de performance qui nous étaient assignés et de mettre cette usine au niveau de la performance maximale que ce groupe a dans le monde. Monsieur le ministre, je vous vois très attentif et écoutez tous ces témoignages avec beaucoup de satisfaction. Ce qu'on comprend également à travers ce qui a été dit, c'est que ce n'était pas gagné d'avance. Convaincre les grands constructeurs de créer ces fameux écosystèmes avec des opérateurs marocains, une main-d'œuvre marocaine, des pièces 100% marocaines, finalement, pari gagné. Ben, écoutez, je constate que ça n'a pas été si dur que ça. La capacité de notre jeunesse, de nos entrepreneurs, ont été mises à l'épreuve il y a bien longtemps. Et nous n'avons fait qu'accompagner cette émergence. Le ferment était là, tout était là. Évidemment, lorsque vous créez des écosystèmes, vous démontrez la capacité de remplir les trous de la raquette. Parce que le jeu est très simple. C'est que vous regardez une activité quelconque, vous mesurez exactement ce qui existe et, à contrario, on définit de facto ce qui manque. Et dans ce qui manque, vous avez des opérateurs marocains qui ont de l'expertise, qui sont là et qui ont déjà été dans le secteur, démontré leur capacité. On les accompagne pour aller plus loin, pour pouvoir prétendre à rentrer dans des écosystèmes qui n'existaient pas, en effet. Lorsque le constructeur met en place un écosystème qui est accompagné pour le constructeur, et l'innovation qu'il y a eu à ce niveau-là, c'est que c'est accompagné et pour le constructeur, et avec le constructeur, on accompagne le sous-traitant, c'est-à-dire l'équipementier, qui peut être de rang 1, 2 ou 3. Et nous avons monté cela ensemble en complicité totale avec les constructeurs. Aujourd'hui, la démonstration n'est plus à faire, la capacité de nos opérateurs marocains n'est plus à démontrer, et la présence de cette complicité entre les constructeurs, les acquéreurs, que ce soit d'autres qui ne sont pas constructeurs implantés au Maroc et qui achètent des pièces du Maroc, ne cherchent plus à démontrer la qualité marocaine, la compétitivité marocaine. Alors, tout ça n'est pas grâce à nous, tout ça est grâce aux opérateurs qui se sont retroussés les manches, qui ont cru en cette démarche, et avec cette continuité de vision. Parce que vous ne construisez pas et vous ne construirez pas un secteur industriel automobile en quelques années. Ça se construit petit à petit, brique après brique, donc il faut de la patience, et nous avons la chance d'avoir des opérateurs qui ont cette patience, des locomotives qui tirent, et Sa Majesté qui veille au grain et qui donne les grandes orientations et qui veut avoir des résultats précis dans chacun des secteurs. Voilà. Et vous l'évoquiez, Monsieur le Ministre, toutes ces activités sont portées par des ressources humaines qualifiées et qui continuent également à se former au sein même des unités de production, des compétences particulièrement jeunes, ça a été dit, et ambitieuses, comme vous allez tout de suite le constater. Regardez, écoutez.
درت فابريكاسيون ميكانيك في مدينه خنيفره. خديت البكالوريا ديالي في مدينه جديده، من بعد خديت لا ليسونس ديالي في طنجه، درت فيها سبيسياليتي شيمي. انا من وجده، كان عندي دبلوم جيستيون. او ديبي ديماراج لا كارير ديالي خدمت لوجيستيك، موراها دوزت لا برودكسيون، موراها وليت تكنيسيان كاليتي. كنت في الجروب في لو سيت ديال باري. النهار جابوا لي الخبر بان واحد لو سيت غيكون en construction في البلاد والديه المغرب. جي تو سويت بوستولي باش نانتيغري هاد لو تشالنج. التكوين ما كيحبسش من انك ملي كتاخذ ديبلوم، لكن التكوين تيكون غادي معك ديما. الانسان يرسم المسار ديالو ويخدم عليه. الصناعه اليوم هي محرك اساسي ديال التنميه في المغرب، والحمد لله اليوم كنشوفوا في المدن، مدينه طنجه، مدينه القنيطره ومدينه الدار البيضاء وكافه المدن كنشوفوا شركات جداد اللي كيتحلوا يوم ورا يوم، وكنشوفوا ان الكفاءات المغربيه كتطور. لي ماشين اللي كنخدموا بهم هنايا لو ماشين من احدث التكنولوجيات اللي كاينه. حتى لو برودوي ديالنا سي اول مره كيتصنع في المغرب، و اوني فيغ ديجا باش اننا نكون عندنا لو بروميي برودوي دو درايف لاين دو يو بي اس فابريكي او ماروك ميد ان ماروك. وما يقولوش اللي قراو اشنو داروا، لا ملي كنقراو وكنخدموا كنحطوا دي زوبجيكتيف في دماغنا كنوصلوا. دونك كنصحهم بانهم يقراو يقراو يقراو. Intéressons-nous maintenant à un autre écosystème constructeur et nous avons été rejoints pour ce faire par Samir Sharfan. Bienvenue, vous êtes Chief Operating Officer Middle East Africa de Stellantis. Mohamed Al-Iraqi, vous êtes PDG de Floquet Monopole Industrie et à vos côtés Ali Mohammed, président du CETIEV. Je me tourne vers vous Samir Sharfan. Comment est-ce que s'est construit là aussi cet écosystème Stellantis au Maroc? Les éléments clés. Les éléments clés, c'est que nous avons signé en 2015 avec Sa Majesté le Roi un écosystème complet et unique qui comprend différents piliers. Donc un pilier industriel où nous avons pris un engagement de faire une usine de 200 000 véhicules en 2023 et nous l'avons fait en 2020. Et nous avons 66 fournisseurs dont 29 qui sont en greenfield. Et nous avons atteint 62% d'intégration locale au démarrage. On avait un engagement à 60%. Le deuxième pilier, c'est les achats, avec un engagement de sourcer au Maroc 600 millions d'euros avant 2020. Et nous avons juste doublé et nous continuons. Et puis nous travaillons sur des objectifs plus ambitieux. Le troisième engagement est un engagement d'ingénierie qui fait que l'écosystème est unique. C'est que nous avons la seule ingénierie du continent africain. Et d'ailleurs, ça ne s'appelle plus le Morocco Technical Center, mais le Africa Technical Center. On avait un engagement d'avoir 1500 ingénieurs et techniciens, et nous sommes aujourd'hui sur le double aussi, sur environ 3000 ingénieurs et techniciens, 1000 qui sont nos effectifs et 2000 de nos partenaires. Voilà. Alors, cet African Technical Center, justement, c'est le reflet aussi de l'importance que vous accordez à la recherche et développement. Quels sont les sujets, les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment? Sur l'African Technical Center, nous avons l'objectif de pouvoir faire un véhicule complet sur plateforme existante, ce qui est le niveau de complexité maximum qu'on peut demander à une ingénierie internationale. Donc nous faisons étape par étape le chemin qui nous mène à ce résultat-là. Nous sommes aidés aussi par l'augmentation des compétences sur les moyens d'essai et de validation. Nous avons inauguré il n'y a pas longtemps le CETIEV 2.0 que nous allons évoquer. Donc, et puis j'entendais parler de formation. Nous allons donner en 2021 40 000 heures de formation pour monter en compétences nos équipes et ceux de nos partenaires. Ça, c'est en interne et en externe également, des partenariats avec des établissements de formation et notamment des universités. Racontez-nous. Bien sûr, nous avons des partenariats avec les universités. Vous savez, on est passé de 0 à 1000 en moins de 2 ans. Et pareil avec nos partenaires. Donc une telle croissance s'est faite avec une sorte d'usine de recrutement, de formation et de montée en compétences avec des partenaires locaux très forts.
Samir Sharfan, vous le savez mieux que quiconque, le futur dans l'automobile, c'est l'électrique. Comment est-ce que vous vous positionnez là-dessus, ici, au Maroc? Juste avant de venir au Maroc, il y a quelques jours, nous avons fait le EV Day du groupe Stellantis. Nous avons un objectif qui est d'atteindre 100% de couverture électrique sur nos gammes d'ici à 2025. Donc au Maroc, nous avons commencé à assembler l'AMI à l'usine de Kenitra. Ce n'était pas dans le contrat initial, c'est en plus. Et cet AMI a un grand succès. Nous avons aujourd'hui des projets complémentaires, mais que je ne peux pas annoncer dès maintenant. Mais nous travaillons sur des projets complémentaires liés au succès de l'AMI qui est aujourd'hui assemblé à Kenitra. Donc de belles perspectives d'avenir dans ce créneau. Croissance de volume de fabrication et de diversité autour de ce concept, oui. Alors dans votre écosystème, celui de Stellantis, on retrouve le groupe marocain Floquet Monopole Industrie. Mohamed Laïraqi, bienvenue. De nouveau, vous en êtes le président directeur général. Un mot d'abord sur votre cœur de métier. Alors, le groupe Floquet Monopole, il a été créé en 1981, donc spécialisé dans la fabrication des pistons et chemises, donc des pièces moteurs, des pièces maîtresses du moteur. Sous licence d'une multinationale américaine en 1982 qui avait démarré pour produire des pistons sous licence de cette marque. Alors, en 1999, le groupe a pu négocier avec les Américains et nous sommes arrivés à les convaincre pour racheter cette marque qui est très connue dans le monde de l'automobile et est devenue une marque marocaine à 100%. Donc, nous avons pu intégrer le panel des fournisseurs de PSA dans le temps par l'externalisation d'une usine du groupe à Sochaux, ici au Maroc, pour fabriquer donc, des pièces moteurs, des pièces de haute précision. Notre unité de mesure, c'est le micron. Donc, c'est des pièces, nous sommes uniques d'ailleurs au Maroc, dans tous les pays arabes et africains, qui possèdent cette technologie, ce savoir-faire pour fabriquer des pièces moteurs. Notre groupe a pu se diversifier et en 2018 exactement, nous avons signé un contrat, c'est-à-dire une convention, une alliance technologique avec le groupe Hitachi pour fournir le groupe PSA pour les étriers de frein. Donc les étriers de frein, c'est le cerveau-frein. Donc c'est une pièce maîtresse, c'est une pièce de sécurité de premier niveau. Donc nous avons démarré à livrer cette pièce qui d'ailleurs nous assemblons dans nos usines, qui comporte 12 composants, y compris les plaquettes de frein, des pistons et d'autres pièces, et que nous avons participé au démarrage donc, de l'usine de PSA à Kenitra. Bien sûr, il y a d'autres donneurs d'ordre aussi importants. Le groupe Renault que nous avons pu intégrer en 2015, et nous avons été nominés pour des pièces de sécurité de premier niveau qui sont les disques de frein et les moyens de tambour. Donc aujourd'hui, nous produisons et nous livrons 100% donc des volumes, des modèles qui sont fabriqués dans les deux usines donc du groupe Renault à Tanger et à la Somaka pour équiper tous leurs véhicules donc par nos pièces de sécurité de premier niveau, bien sûr, ainsi que notre partenaire PSA historique. C'était d'ailleurs le premier constructeur avec qui on est rentré dans le panel des fournisseurs des constructeurs automobiles. Et on comprend à travers votre descriptif technique, parce que l'automobile c'est hyper technique, il faut un contrôle, c'est essentiel, d'où la création, notamment à Casablanca, du Centre technique des industries des équipements pour véhicules. Ali Mohamma, vous en êtes le président, bienvenue. Quelles sont les caractéristiques de ce CETIEV? En d'autres termes, à quoi il sert? Le rôle de CETIEV, c'est surtout le contrôle des pièces d'importation. Donc, nous avons au début de la création démarrer avec le contrôle de ces pièces, donc notamment des pièces de sécurité, tout ce qui est freinage, tout ce qui est vitrage, batterie, plusieurs pièces. On a fait plusieurs validations avec les constructeurs. Renault, par exemple, on a validé plusieurs pièces de Renault. Nous faisons aussi de l'assistance technique en accompagnant des industriels pour la certification ISO 17025. Et en 2019, un nouveau partenariat donc, a été signé entre
l'État marocain et Stellantis et CETIEV pour la création d'un nouveau centre dédié aux activités de MTC, Moroccan Technical Center, pour les activités recherche et développement. C'est ce qu'on a appelé le CETIEV 2.0. 2.0, effectivement. Qu'est-ce qu'il a de spécifique? Donc, la spécificité de ce centre, c'est surtout de mettre à la disposition de Stellantis des ingénieurs qui vont être formés dans ce centre de CETIEV et en même temps les accompagner sur les essais physiques. Aujourd'hui, le CETIEV réalise des essais physiques, notamment des essais électriques, électroniques, acoustiques pour des équipements de Stellantis. Bon, Monsieur le ministre, je me tourne vers vous. On entend à travers ces témoignages, alors on l'a dit tout à l'heure, on valorise le savoir-faire marocain, on le met à niveau pour pouvoir traiter avec de gros opérateurs, Stellantis, Renault, mais on se rend compte que depuis le Maroc, on arrive également à capter de la technologie pour se positionner de manière encore plus forte sur la scène internationale. Alors je crois que nous vivons une nouvelle étape pour le secteur automobile. Nous arrivons de loin. Il faut dire que depuis 1959, oui, on a démarré, mais à chaque jour, si vous voulez, il y a des nouveautés, des capacités, des savoir-faire qui s'agrègent. On fabriquait des choses simples, nous fabriquons des choses aujourd'hui complexes. On a parlé de freins, de servo-freins, de pistons, de choses qui on ne pouvait pas les imaginer auparavant. Le CETIEV fait un travail remarquable de contrôle et de surveillance. Nous avons un projet ensemble aussi qui est sur un circuit pour pouvoir faire des essais d'un certain niveau. Donc tout ça est en train de changer fondamentalement. On ne pourra, comme M. Cherfin l'a dit discrètement, je vais le redire discrètement aussi, nous avons des accords qui sont en phase presque de réalisation. Nous ne pourrons pas en parler aujourd'hui, mais nous sommes d'accord sur tout, n'est-ce pas? Et ce sont des changements qui vont transformer encore le secteur automobile au Maroc. À la fois avec Renault, et aussi et surtout quelque chose de structurant avec Stellantis. Ça n'aurait pas pu se faire si cette construction, avec beaucoup de sérieux et beaucoup de complicité avec nos constructeurs. Stellantis a ouvert les livres, et je dois leur rendre hommage de façon publique. J'ai galéré pour pouvoir savoir quel était notre positionnement par rapport au monde dans le secteur automobile. Et c'est un jeu de poker menteur. Hein. Tout le monde raconte des histoires à tout le monde. Le constructeur vous dit en général, vous n'êtes pas compétitif parce qu'il veut vous soutirer une compétitivité additionnelle. Donc il vous dit, vous êtes le 18e sur le globe. Stellantis ont été remarquables. Ils ont été les premiers à ouvrir les livres et nous avons pu découvrir quel était notre positionnement. À notre grand bonheur, nous avons découvert, pas Stellantis, ils le savaient, quel était notre positionnement, il n'était pas si mauvais que ça. Et nous avons travaillé ensemble sur la capacité de passer à une nouvelle étape. Oui, nous sommes bien positionnés derrière l'Inde et la Chine, par exemple. Le premier travail que nous avons fait ensemble était de dire, et si on avait une idée folle, de nous rapprocher de la Chine. Et nous avons mis les équipes de part et d'autre pour essayer de nous rapprocher de la Chine. Malheureusement, nous nous sommes rapprochés trop vite de la Chine en termes de compétitivité. Et on a eu un appétit grandissant. On n'a pas pu contrôler cela. Et ensemble, on s'est dit, on a dit aux équipes, on change de cible, ce n'est plus la compétitivité chinoise qu'il faut aller chercher, mais la compétitivité indienne, qui est le numéro 1 mondial. Nous avons réussi à faire des choses ensemble qui nous démontrent que la plateforme marocaine, grâce à ses constructeurs, grâce à ses 250 équipementiers aujourd'hui, grâce à cette dynamique qui a été créée, est en mesure de challenger le leader mondial en termes de compétitivité pour la fabrication de ces véhicules. Maintenant, pour le Maroc, c'est ça le challenge. Et ce que nous vivons aujourd'hui, la transformation, la nouvelle étape automobile, ce n'est plus de dire « je fabrique un véhicule ». OK,
Le Maroc est capable de fabriquer un véhicule. OK, le Maroc fabrique un véhicule avec 62% de taux d'intégration. Mais est-ce que le Maroc s'en contente? La réponse est non. Sa Majesté veut faire aller chacun des secteurs beaucoup plus loin. Nous avions un objectif de 60%. Vous avez entendu ce que Stellantis a fait. Ils ont doublé les objectifs. Ils ont réduit de 2 ans le délai de réalisation des 100 000 véhicules à Kenitra. Est-ce que vous pensez qu'avec un partenaire de cette qualité-là, qui a fait la maladresse de réaliser plus rapidement ses objectifs, ce n'est pas de ma faute. Voulez-vous qu'on en reste là? Absolument pas. Donc ensemble, nous construisons l'avenir industriel du Maroc et l'avenir industriel de nos partenaires. Donc on organise le système pour que tout le monde gagne. Si nos opérateurs économiques gagnent en termes de compétitivité, ils vont gagner des marchés. En gagnant des marchés, ils développent le business au Maroc, ils créent de l'emploi, ils payent de l'impôt. C'est tout ce que nous souhaitons au Maroc qui puisse nous arriver pour les prochaines années. En tout cas, à date, ce qui a été démontré, c'est que les étapes, nous avons pu les atteindre plus rapidement. Ce secteur emploie 200 000 personnes. Nous avons vu tout à l'heure que nous avons fait 180% en termes d'objectifs d'emploi dans ce secteur. Ça veut dire qu'il y a un intérêt. Nous exportons, donc la balance commerciale en profite. Je suis transparent. On ne bougera pas, nous non plus, en tant que Maroc, s'il n'y a pas d'intérêt pour le pays. Mais nous alignons nos intérêts avec les intérêts de nos opérateurs. Et à partir du moment où ces intérêts sont alignés, nous avons besoin d'export pour améliorer notre balance commerciale, nous avons besoin de création d'emplois, nous avons besoin de faire travailler nos jeunes avec un certain niveau, mais toute la palette, du manœuvre jusqu'à l'ingénieur le plus sophistiqué. Et nous avons besoin à ce que des opérateurs marocains intègrent et investissent le secteur davantage. Nous avons eu des précurseurs ici présents avec nous dans le secteur automobile. Je ne suis pas satisfait personnellement en termes de nombre d'opérateurs. J'en veux plus. Et quand on aura fini, j'en voudrais encore plus. On a besoin d'avoir des opérateurs plus importants. Et on a besoin d'avoir des constructeurs autres. On découvre qu'on se fait des amis avec des constructeurs. Avec Renault, avec Stellantis, mais ce n'est pas exclusif. L'amitié, elle est ouverte à tout le monde. Quand les gens sont de qualité, nous sommes preneurs. Et mon ami, M. Cherfan, est d'accord avec cela aussi. Il partage le fait qu'il n'y a pas d'exclusivité d'amitié, il est d'accord. Et cet appétit que vous évoquez, Monsieur le Ministre, eh bien, il se traduit auprès de ces équipementiers étrangers. Nous allons les écouter. Ils nous disent leur intérêt pour le Maroc, à la faveur notamment de ses compétences de pointe dans ce secteur. Regardez, écoutez. On a un personnel extraordinaire, des ingénieurs, des cadres, des opérateurs qui font mon admiration. Ce qu'ils ont réussi à faire en un an est spectaculaire. C'est un des projets les plus rapides qu'on ait mené entre la décision d'investir, la demande de permis de construire et la production en série, moins d'1 an. Highly skilled and technical capability in the workforce here that is exactly what the high-tech and industrial company needs. We have sent those people to all the next year facilities for training, for development, and they can transfer what they learned into the operation. So that's really an advantage of Morocco. I think people from Morocco, they are capable to understand the spirit of Japanese monozukuri. They have a very high potential here in Morocco. Nous avons trouvé ici une forte compétence et aussi une envie de travailler des gens, pas seulement une main-d'œuvre, mais aussi ce qu'on appelle le middle management, c'est-à-dire les chefs de service, les techniciens, les spécialistes, les ingénieurs. Tous ces gens-là, nous avons pu les trouver, nous avons pu former des équipes compétentes, ce qui fait qu'aujourd'hui, de 2 entreprises, nous allons passer à 5. Io credo che le basi delle risorse umane che ci sono qui in Marocco sono in grado di poter soddisfare le richieste che noi abbiamo bisogno per il futuro dell'industria marocchina. Monsieur Cherfan, peut-être un commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit de la part des équipementiers étrangers et également de ce qu'a évoqué tout à l'heure Monsieur le Ministre un peu plus tôt. Oui, tout à fait. Le cœur de la performance marocaine, c'est une relation de confiance et le fait que le Maroc peut atteindre un niveau de compétitivité au meilleur niveau mondial. Et c'est ce que nous sommes en train de faire étape par étape.
Cela passe par la mise en place de matières, d'équipements de rang 2, l'augmentation de la profondeur d'intégration. Et les atouts que nous trouvons au Maroc nous permettent d'atteindre ces niveaux de performance. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que les équipementiers trouvent au Maroc et font qu'ils se développent davantage au Maroc. Alors poursuivons sur notre lancée en envisageant à présent la manière dont le secteur automobile peut gagner en compétitivité et en qualité. C'est juste après ça. Et nous sommes maintenant en présence de Badr Lahmoudi. Bienvenue, vous êtes directeur général de Dicastal Maroc. À côté de vous, Ayoub Daoudi, directeur général de TE Connectivity North Africa. Et Fabrice Gomez, directeur général de ST Microelectronics. Mais avant de vous écouter, messieurs, je me tourne une nouvelle fois vers Kenza Alaoui. Vous êtes la directrice, je le rappelle, des industries de l'automobile au sein du ministère. Vous œuvrez au sein de ce ministère justement pour une plus grande intégration de ce secteur. Concrètement, qu'est-ce que cela implique ? Eh bien, le Royaume du Maroc ambitionne d'être le hub le plus compétitif du monde. Et pour cela, nous avons travaillé main dans la main avec les constructeurs et nous avons identifié 2 volets importants pour cette compétitivité. Le premier, c'est l'intégration locale en profondeur. Nous avons décortiqué la chaîne de valeur automobile et nous avons détecté et identifié les chaînons manquants en profondeur jusqu'à la matière première. À titre d'exemple, le pare-brise automobile est fabriqué à base de verre appelé le flotte, qui lui-même est fabriqué à base de sable de silice. Nous avons travaillé depuis plusieurs mois avec les acteurs internationaux et nationaux pour consolider tous ces prérequis. La silice est présente au Maroc et nous avons identifié tous les autres prérequis pour installer cette industrie. Un deuxième exemple, l'intérieur véhicule regroupe plusieurs pièces en plastique qui sont à base de polypropylène. Eh bien, nous avons travaillé pour intégrer l'industrie polypropylène au Maroc et l'investissement est bien confirmé. Le deuxième volet est l'énergie. L'énergie, on parle des matières premières qui sont très énergivores, mais également l'énergie est un poste très consommateur chez nos industriels automobiles. Donc nous avons travaillé en étroite collaboration avec les constructeurs sur des écosystèmes verts qui seront dévoilés dans les prochains jours, prochaines semaines, où on a développé une offre d'énergie renouvelable très compétitive. C'est-à-dire avec des opérateurs privés, nous avons pu développer une offre d'énergie renouvelable qui peut aller jusqu'à moins 30% par rapport à l'énergie conventionnelle. Nous avons également travaillé avec nos partenaires publics, ministère de l'Énergie, ONE, pour rendre cette offre possible et pour rendre l'accès accessible à tous les industriels du secteur. Avec ces 2 piliers, le Maroc sera bien incontestablement une plateforme de production très compétitive et sera bien le hub de sourcing le plus compétitif du monde. Et cela doit vous parler, Badr Lahmoudi, vous êtes directeur général de Dicastal Maroc. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, en tant que groupe chinois, leader mondial, faut-il le préciser, du moulage de jantes en aluminium pour le secteur automobile, à venir vous implanter ici au Maroc? Parlons de Dicastal Morocco Africa. C'est une entreprise qui fait des jantes en aluminium avec une capacité de production de 6 millions. Par rapport à votre question, on va dire, sur les incitations, pourquoi on est aujourd'hui au Maroc, déjà Dicastal, il fait partie à la fois de l'initiative One Belt, One Road, donc la route et la ceinture initiée par le gouvernement chinois, et le plan d'accélération industrielle au Maroc. Les incitations, il faut citer tout d'abord la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a beaucoup inspiré ces investisseurs chinois à venir investir au Maroc une telle activité à la pointe de la technologie. Ajoutons à cela le climat de confiance et la qualité des infrastructures des zones industrielles. Aujourd'hui, on est basé à Kinitra, la zone de Atlantic Free Zone, qui est dotée d'une qualité extraordinaire au niveau de connectivité aux axes routiers, la proximité des 2 ports, parce que dans notre cas, on livre les 2 continents, on livre les États-Unis à travers le port de Casablanca et aussi l'Europe à travers Tanger Med.
Alors, ce qui est frappant dans votre parcours de Dicastal, c'est que dans ce contexte de crise du Covid-19, vous avez non seulement maintenu vos effectifs et vos activités, ça a été dit, vous n'êtes pas les seuls, mais en plus, vous vous êtes développé. Comment est-ce que vous avez réussi ce tour de force? Effectivement, donc pour le cas de déjà l'usine qui était en marche, en service, donc on l'a jamais arrêté même pendant le Covid, parce qu'on a bien profité de la diversité des clients qu'on a à Dicastal. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on livre des clients qui sont aux US et en Europe. D'accord. Donc, on a basculé la production, ça dépend de la destination de nos produits finaux. Donc, on avait des carnets de commandes de la part de nos clients. On avait un engagement qu'on a pris avec le ministère de l'Industrie pour sortir l'usine en fin 2020 et on l'a tenu. On a tenu cet engagement, bien sûr, avec l'aide du ministère aussi par rapport au fait de ramener des experts de l'étranger pendant la période du Covid, de la pandémie. Ce n'était pas facile, mais on a réussi à le faire pour tenir notre engagement et démarrer notre usine à temps. Et avec tout ça, ouvrir justement cette deuxième usine. Exactement. Donc, au moment de la période du Covid, on était en train même de doubler notre effectif. Donc, on a passé de 700 opérateurs, toutes catégories confondues, ingénieurs, cadres, techniciens, à 1400 pour démarrer la deuxième usine en fin de 2020, qui, par l'occasion, tourne aujourd'hui à pleine capacité, en pleine cadence. L'horizon est dégagé pour l'avenir, pour ce qui vous concerne? Par rapport aux perspectives, je me permets de vous annoncer une bonne nouvelle donc, qui est en phase de validation finale par rapport au layout et par rapport à l'implantation. Comme vous le savez, Dicastal, il ne fait pas que des jantes en aluminium, mais on est le leader mondial des jantes en aluminium, mais on fait aussi des pièces pour le châssis et le moteur. Donc c'est de la fonderie en plus de l'usinage avec une technologie très, très poussée. Donc on vient de valider ce projet, on vient de valider, même recevoir des commandes de nos clients, des clients premium, des clients allemands, pour commencer à livrer à partir du Maroc, Inch'Allah, vers la fin de 2022. Donc ça sera une bonne chose pour le secteur de l'automobile au Maroc, car il va participer à l'augmentation de ce taux d'intégration, que ce soit en chiffre d'affaires ou en valeur ajoutée. Pourquoi valeur ajoutée? Parce que Dicastal, quand il vient au Maroc, il vient avec toute la chaîne de valeur. Un opérateur, attends, répétez, parce que vous avez dit quelque chose qui passe comme ça, comme si c'était logique ou qu'on avait l'habitude, mais répétez-moi ça. Un opérateur avec une main-d'œuvre marocaine qui livre des industriels allemands. Exactement. Donc on ne livre pas que des Allemands, mais on livre aussi... D'ailleurs, la première jante qu'on a produite sur cette usine, on l'avait livrée à General Motors, c'est aux États-Unis. Et même des Américains. Finalement, on en découvre des choses au cours de ce rendez-vous de l'industrie consacré au secteur de l'automobile. Je me tourne vers vous à présent, Ayoub Daoudi. Vous êtes directeur général de TE Connectivity North Africa, spécialiste du câblage automobile. Comment est-ce que les investissements que vous avez notamment réalisés ici dans le Royaume ont pu permettre et favoriser en profondeur l'intégration de votre segment? Alors, si vous permettez, peut-être quelques mots sur notre entreprise. Donc, TE Connectivity est un leader mondial dans le développement et la production des systèmes d'interconnexion et capteurs. Et à ce titre, nos produits sont conçus pour connecter et protéger les flux de données, l'énergie et les signaux dans les véhicules, notamment dans les véhicules nouvelle génération, c'est-à-dire les véhicules électriques, les véhicules connectés. Et donc, dans le cadre du PAI, et grâce à ces mécanismes d'accompagnement, notre entreprise a réalisé sur les 5 dernières années de forts investissements en capacité et en capabilité, parce que le ministre a raison tout à l'heure d'insister sur l'aspect capacité. Les capacités sont importantes, mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive à une étape dans laquelle les capacités sont importantes aussi. Et donc, en 5 ans, on a déjà créé ou mis en place 3 unités industrielles sur TFZ et la Tanger Automotive City, employant aujourd'hui 3000 personnes,
Mais pas seulement, parce que nous avons aussi investi dans des capacités d'engineering aujourd'hui avec un centre engineering qui emploie une trentaine de personnes et déjà au bout de 2 ans, qui a son actif déjà une douzaine de brevets marocains, hein, donc, et qui vont apporter un peu leur empreinte dans les véhicules nouvelle génération. Et donc, notre présence est importante dans le cadre de l'écosystème câblage, qui est un écosystème effectivement très orienté main-d'œuvre, mais plus on descend en intégration verticale, plus effectivement les capacités sont importantes. Et donc, grâce à nos investissements aujourd'hui, nous ramenons beaucoup plus de valeur ajoutée effectivement à cet écosystème-là. Nous créons plus d'emplois à forte valeur ajoutée, mais surtout nous apportons un élément important au niveau de la compétitivité de toute l'activité effectivement câblage au Maroc. Et comme vous le savez, c'est une activité très concurrentielle au niveau mondial. Et donc, avec de tels investissements, nous participons à garder et à améliorer la compétitivité effectivement de tout l'écosystème câblage pour le Maroc. Et vous apportez aussi de la notoriété, parce que c'est souvent un segment dont on parle comme ça au passage, mais on comprend à travers ce que vous faites à quel point c'est pointu et c'est essentiel dans le secteur. En effet, parce que plus on descend effectivement en vertical, plus les capacités sont importantes au niveau technique et au niveau de la valeur ajoutée créée, effectivement. Et donc, alors, comme je le disais, et Monsieur le ministre le signalait tout à l'heure, parce que l'écosystème câblage est un écosystème important dans la création des emplois. Il faut aussi savoir qu'on l'avait vu dans la cartographie, dans le découpage, dans le découpage et dans l'historique. Hein, donc, le premier pas a été autour du câblage, parce que et d'ailleurs c'est le cas dans tous les pays aujourd'hui qui sont arrivés à un niveau très avancé au niveau automobile. Le point déclencheur a été effectivement cette compétitivité autour du câblage. Alors, notre présence participe activement, effectivement, à créer cette compétitivité, en tout cas à aider à la compétitivité du secteur et de tout l'écosystème câblage au Maroc, et donc à le pérenniser dans le futur et de ramener plus de valeur ajoutée localement. Fabrice Gomez, vous êtes directeur général de ST Microelectronics et vous opérez dans un domaine hautement exposé, des composants électroniques. Comment est-ce que l'évolution future de ce secteur de l'automobile est en train d'influer sur votre activité ? Alors, Monsieur le Ministre, parlait de l'industrie automobile présente au Maroc depuis de nombreuses années, mais l'industrie du semi-conducteur aussi, puisque l'entreprise ST Microelectronics, connue sous le nom de Thomson depuis les années 60, est présente depuis de nombreuses années. Alors aujourd'hui, l'usine de Bouskoura, qui emploie 3000 personnes, qui produit 10 millions de pièces par jour, a toujours été fortement portée par le marché de l'automobile. Mais c'était l'automobile traditionnelle. D'accord ? Et vous savez que la part en pièces électroniques dans l'automobile est en forte croissance depuis des dizaines d'années, est en train de voir une courbe exponentielle tirée par le marché de l'automobile électrique, bien évidemment. Eh bien, l'histoire qui est intéressante de raconter, c'est que la société ST Microelectronics a décidé, il y a maintenant presque 2 ans, de trouver une alternative à la fameuse usine du monde dont vous parliez, Monsieur le Ministre, récemment. Et c'est l'usine du Maroc qui a été choisie. En effet, depuis début 2020, nous avons installé des nouvelles lignes dédiées au marché de la voiture électrique qui aujourd'hui sont en augmentation constante en termes de volume et qui sont le futur de cette usine, en tout cas le plus grand porteur sur le futur. Aujourd'hui, la société a décidé d'investir de façon significative sur l'usine. On a un plan sur 3 ans qui va générer des centaines d'emplois. Aujourd'hui, nous sommes 3000, on parle de 30% d'augmentation. On va accroître notre capacité de production en salle blanche de 30%. On va installer plus d'une centaine de machines pour répondre à cette demande. Et nous sommes vraiment en train de nous positionner sur ce futur de la voiture électrique. Alors, aujourd'hui, ST exporte à 100% sa production. On livre à des sociétés qu'on appelle Tier 1, des sociétés comme Flextronics, G-Bill en Europe ou dans le monde. Et ces pièces, une fois montées sur des cartes électroniques, reviennent une partie au Maroc pour les usines de Stellantis ou de Renault. Donc, moi, j'ai une vision. La vision, c'est quoi? C'est qu'un jour, la société ST Microelectronics, unique représentant du semi-conducteur au Maroc, livre directement les sociétés Stellantis, Renault et pourquoi pas d'autres, bien sûr, de façon à augmenter un peu la valeur ajoutée locale. Et ça, c'est possible si on travaille sur l'intégration, aussi bien verticale qu'horizontale,
avec le support du ministère de l'Industrie, bien sûr, qui pourra porter cette usine sur un futur que vraiment, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis au Maroc, est vraiment à un tournant, un futur vraiment extraordinaire pour cette société au Maroc. Monsieur le ministre, ça doit vous parler, tout cela. Écosystème, oui. Compétition, compétitivité, oui. Mais intégration, avant tout. L'intégration est un des axes fondateurs du plan d'accélération industrielle. Et c'est vraiment dans ce sens-là que ça a été fait. Je suis ravi de voir nos amis ici présents. Je reviens sur Dicastal et sa genèse. C'est parti d'une conférence en Allemagne où j'avais rencontré le président de Dicastal et je l'avais invité à venir visiter le Maroc. Et c'est parti de là, on en est à une usine du leader mondial de la jante en aluminium. Ce qui est dit, pas dit, mais je vais le dire quand même, on n'est pas censé le dire pour le projet, c'est l'usine a été doublée. Elle a été doublée pendant la pandémie. Et là, aujourd'hui, il y a une annonce d'autre chose, de la fonderie, qui est complètement différente de la fabrication des jantes, et qui va pour fabriquer des pièces de châssis qui sont des pièces importantes dans le véhicule. Donc c'est un développement très fort qui est en train petit à petit de devenir un des premiers investissements industriels au Maroc, en termes de taille d'investissement. Lorsqu'on parle du câblage automobile, je voulais rebondir sur ce que vous dites et je partage totalement. On nous a souvent critiqué en disant « mais il faut des postes d'ingénieurs, etc. » comme si au Maroc, on avait 36 millions d'ingénieurs. Non, au Maroc, nous avons de tout. Des gens qui sont capables de faire du câblage, du démarrage du câblage, jusqu'aux connecteurs les plus complexes. Et c'est cette intégration complète qui nous donne des chances pour tout Marocain de trouver un emploi, quelle que soit sa formation, avec une adaptation complémentaire. ST Microelectronics. C'est fantastique. On n'a pas le droit de dire ce qu'il ne faut pas dire, donc je vais dire ce qu'il ne faut pas dire, on est d'accord ? Je vais être discret. Vous fabriquez des pièces, comme c'est sous sceau de la confidence, vous fabriquez des pièces stratégiques, importantes. Vous êtes tous en train de vous tourner graduellement vers le véhicule électrique. Vous fabriquez des pièces stratégiques de marques emblématiques, que nous ne citerons pas aujourd'hui. Parce qu'il y en a beaucoup. Suivez mon regard. Et donc, ceci fait du Maroc un fabricant aujourd'hui de pièces essentielles dans la mobilité électrique, on en parlera tout à l'heure. C'est quelque chose de fondamental dans le secteur automobile. Il s'oriente totalement vers la mobilité électrique et la mobilité verte. Ce que Kenza disait tout à l'heure, c'est essentiel de décarboner le secteur, de pouvoir aller plus loin. Maintenant, dans ces domaines où nous arrivons, ce qu'il faut, c'est d'aller en profondeur avec le plastique énergivore, avec la silice à transformer en flotte pour faire du verre énergivore, avec l'acier énergivore. Tout ça, on passe à une étape complexe en termes d'énergie. Si on n'est pas compétitif, on n'y arriverait pas. Or, aujourd'hui, nous avons trouvé la clé pour être compétitif en énergie verte. Donc cela est essentiel. Pour ce qui est de la valeur ajoutée et de l'intégration, là nous parlons de choses dont nous n'aurions jamais rêvé. On parle de fabriquer de l'électronique, là, et de l'électronique de pointe. On est passé dans de la connectivité, ça y est, c'est derrière nous, on a des connecteurs. Maintenant, on parle de composants électroniques qui vont dans les ordinateurs, dans les smartphones, etc. C'est ça qui est en rupture de stock aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, les usines automobiles, y compris les marocaines, s'arrêtent par manque de composants électroniques. Donc cette transformation du secteur mondial, bien le Maroc n'est pas en reste. Donc chaque point d'intégration, il faut aller le chasser, le rechercher et l'atteindre en ayant des entreprises intégrées au Maroc. Et nous sommes en train de monter en qualité, en compétence, en complexité. Et c'est fantastique parce que ce qui était du monde, du rêve, de l'inaccessible, il n'y a pas longtemps. Parce que, par exemple, pour l'énergie renouvelable, on ne pouvait pas imaginer que le Maroc pouvait être un player dans l'énergie renouvelable. Sa Majesté
avait pris une décision dans ce sens-là personne ne comprenait. Aujourd'hui, cette énergie renouvelable nous permet, parce qu'elle est disponible, et parce qu'elle est moins chère, parce que les courbes se sont inversées, nous permet aujourd'hui de pouvoir l'utiliser et de réduire nos coûts. Qui aurait pu parler de ST Microelectronics dans le secteur automobile aujourd'hui, faisant des pièces, c'est du vital, hein, c'est pire que la drogue. Aujourd'hui, les gens sont à la recherche, l'arme au poing, des composants électroniques, parce que les chaînes de production s'arrêtent par manque de composants électroniques. Eh bien, le Maroc est en mesure d'être un des players. On y travaille. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut se retrousser les manches, il faut être au quotidien au labeur avec des opérateurs aussi engagés que ce que nous avons vu aujourd'hui. Sans ces opérateurs visionnaires, un peu fous, qui se disent « il n'y a rien d'impossible », et pourquoi pas? Quand on leur dit « on fait une fonderie », et oui, et pourquoi pas? Et quand on dit « on fait des connecteurs », les connecteurs n'existaient pas. Et oui, on va aller faire des connecteurs, on ne fait plus que du câblage. Et on fait des composants électroniques, et pourquoi pas, on va chercher les terres rares pour faire les composants électroniques au Maroc. Le rêve le plus fou, c'est celui-là, c'est d'aller jusque-là. Aller chercher les terres rares au Maroc, et de là, fabriquer le composant électronique. Eh bien, je ne peux pas être autre chose que ravi de voir que tout le monde y croit. Et chacun de nous, de par sa fenêtre, voit que le Maroc est en mesure d'aller plus loin. Et ce qui est fantastique, c'est que l'ambition est partagée. Fabrice Gomez, un mot à ce que vient de dire Monsieur le ministre. Oui, je voulais faire un commentaire supplémentaire, puisque Monsieur le ministre est aussi le ministre de l'économie verte. C'est que la société ST Microélectronique et son usine du Maroc est aujourd'hui et a annoncé que l'usine du Maroc est aujourd'hui fournie à 50% en énergie renouvelable pour les besoins de son usine marocaine. C'est une somme colossale, on parle de 80 gigawattheures par an en termes de consommation. Et ceci grâce au parc éolien de Walidia, géré par la société Innovant, qui aujourd'hui fournit exclusivement l'usine du Maroc. Et c'est une fierté, parce que cette usine est à la pointe au niveau du groupe ST. Bien, puisque, messieurs, vous nous emmenez vers le futur, parlons tout de suite des enjeux d'avenir du secteur. C'est juste après ça. Alors, Monsieur le Ministre, quels sont, d'après vous, les défis qui se dressent sur la route du secteur automobile? Alors, ce sont des défis, mais ce sont aussi surtout des opportunités. On parle du décarboné, c'est-à-dire qu'en branchant nos usines du secteur automobile à l'énergie renouvelable, nos usines deviennent décarbonées, nos produits, nos véhicules deviennent décarbonés, et donc arrivent à rentrer sur le territoire européen sans taxe. Dans les prochains mois, il y a la taxe carbone. Donc, c'est un défi, c'est un challenge, mais qui est extrêmement positif pour nous. Le deuxième élément, nous en avons parlé, c'est la compétitivité. Il faut absolument continuer en compétitivité et ne jamais s'arrêter. Ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui catalogués en tant que troisième en termes de compétitivité qu'il faut ralentir, il faut accélérer, au contraire, essayer de rattraper les deux qui sont devant nous. Enfin, la mobilité verte ou la mobilité électrique, elle est aujourd'hui parmi nous. Ce qui était programmé pour beaucoup plus tard devient de plus en plus présent. Plusieurs villes, grandes métropoles, interdisent avec des délais de plus en plus courts l'entrée des véhicules non électriques dans les villes. Et puis, il faut regarder du côté du véhicule non pas que électrique, nous y sommes, par Stellantis avec l'AMI et par Renault avec les projets qui sont en cours. Donc nous sommes dedans, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que le véhicule sera à la fois électrique et connecté. Donc il y a le spatial civil qui est aujourd'hui rentrant en jeu et le Maroc a un rôle à jouer à ce niveau-là. Comme vous avez entendu, il y a des centres de recherche et développement dans le secteur automobile. Nous avons besoin, pour l'étape suivante, de rentrer dans de la recherche et développement et d'avoir une position forte dans le spatial civil pour les véhicules connectés. C'est ma perception. Elle n'est pas encore déclarée ni partagée, mais j'ose, dans les prochains jours, partager tout cela d'abord avec nos collaborateurs, le secteur, et voir si ça a un écho ou ça n'en a pas. Mais ma perception
Voici des enjeux du secteur pour le Maroc. En tout cas, merci pour cette primeur. On vous retrouve, Hakim Abdelmoumen, président de l'AMICA. Ce que l'on comprend, notamment à travers ce que dit Monsieur le ministre, c'est qu'il n'est pas du tout question de lever le pied de l'accélérateur, si j'ose dire. Alors, tout à fait. Le secteur automobile mondial, avant cette période Covid, depuis quelques années, a engagé une transition technologique à deux niveaux. D'abord au niveau des process industriels, et nous réjouissons de la démarche engagée par le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui s'articule à deux niveaux. D'abord la décarbonation, qui est un process sur lequel la filière automobile au Maroc est déjà engagée. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a mis en place un dispositif d'accompagnement et ça permet de réduire l'empreinte carbone et en parallèle réduire sa facture énergétique. Également les process industriels dits de 4.0, où nous avons aujourd'hui intégré comme axe majeur dans la commission compétitivité la transition technologique qui permet de digitaliser les process et augmenter la compétitivité des process industriels. Alors, il y a également l'évolution technologique au niveau du produit, qui est la voiture, et qui est un virage, comme vous le savez, fortement engagé. Donc, on passe d'un concept de voiture vers un concept de nouvelle mobilité, dit durable, électrique hybride, conduite autonome et véhicules connectés. Alors, pour ce faire, nous avons créé au sein de la filière automobile une commission e-mobilité qui regroupe les acteurs de l'ingénierie et de la conception-développement qui sont internationaux et également des acteurs locaux et qui travaillent en même temps avec des industriels sur les process industriels liés à la e-mobilité et renforcer le partenariat public-privé. La semaine dernière, il y a eu une signature d'une convention avec le ministère de l'Industrie et la filière automobile pour un transfert de gestion d'un centre de compétences au Maroc, à Kenitra, qui va être une plateforme qui va accueillir cette commission et faire le lien avec les universités et les centres de formation, car qui dit e-mobilité de demain, c'est préparer aujourd'hui au Maroc les compétences, ce capital humain qui va permettre d'accompagner ce virage technologique pour demain. Alors toutes ces perspectives, c'est sans doute ce qui pousse les géants de l'automobile mondiale à s'inscrire dans un partenariat durable avec le Maroc. Écoutez à ce propos le CEO de Stellantis, Carlos Tavares, et on se retrouve juste après. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me souviens encore de la cérémonie où en 2015, avec Sa Majesté, nous avons signé l'accord de coopération entre le Royaume du Maroc et le groupe PSA. C'était un moment structurant, un moment fondateur. Depuis ce jour, avec le ministre El Alami, nous avons parcouru un très beau chemin, que nous continuons d'ailleurs aujourd'hui à parcourir. Un chemin de collaboration, un chemin de développement du tissu automobile au Maroc avec notre usine de Kenitra, mais surtout l'ensemble des fournisseurs qui nous accompagnent pour produire la magnifique Peugeot 208 dans cette usine. Nous avons travaillé très intensément pour développer le tissu fournisseur, pour faire en sorte que la valeur ajoutée, la technologie nécessaire pour ce magnifique véhicule soit présente au Royaume du Maroc. Et je peux dire que les résultats que nous obtenons aujourd'hui, à la fois dans notre usine, mais grâce aussi à l'ensemble de nos partenaires et nos fournisseurs, le résultat est à la hauteur des attentes. Nous savons que notre industrie est extrêmement compétitive, que jamais nous ne pouvons arrêter de travailler pour améliorer la qualité, pour réduire les coûts, pour être au rendez-vous de la fourniture des pièces au bon moment dans l'usine. Mais je peux ici attester du fait que ce travail profond, ce travail intense que nous avons développé avec le ministre El Alami, il produit ses effets. Nous sommes en mouvement, nous sommes en train d'avancer vers l'avenir. Et je veux ici simplement exprimer la satisfaction de ce qui est maintenant le groupe Stellantis, puisque comme vous le savez, depuis PSA a aussi traversé des moments structurants avec sa fusion avec le groupe FCA. Voilà ce que je voulais témoigner aujourd'hui auprès de vous. Monsieur le ministre, le mot de la fin, c'est à vous qu'il revient. Lorsqu'on entend le patron de Stellantis, cela donne bien sûr des raisons de rester optimiste, mais cela fait peser aussi une lourde responsabilité sur les épaules des différents acteurs du secteur au Maroc. Comment est-ce qu'on concilie ambition et réalisme dans un contexte aussi mouvementé que celui dans lequel on se trouve ? Je pense en toute clarté que la réussite du secteur automobile
est incontestable et incontesté au Maroc. Vous avez des témoignages. M. Tavares est aussi par ailleurs président de la Fédération des constructeurs automobiles européens. Donc c'est vous dire sa connaissance du secteur. Notre taux d'intégration a été clairement défini, tout le monde le connaît aujourd'hui. La compétitivité marocaine et la qualité marocaine de nos ressources, de nos produits réalisés ne sont plus à discuter. Pour moi, tout cela est derrière nous. Tout ça est derrière nous. Ce qui est important, c'est de regarder l'avenir. Ce que l'on constate, c'est que les perspectives sont très sincèrement incroyables. Alors, que faut-il faire? La feuille de route est tracée. Nous l'avons construite ensemble, avec les opérateurs, avec les constructeurs, avec des vrais professionnels qui savent de quoi ils parlent. Nous avons besoin de continuer notre trajectoire telle qu'elle a été construite. Et comme je vous dis, nous avons une histoire automobile au Maroc. Ça ne vient pas d'hier. Nous avons construit pas à pas ce à quoi nous sommes arrivés. Et les perspectives sont invraisemblables. Nous sommes partis. Le Maroc, dans le secteur automobile, s'est envolé. Ce secteur est sous l'œil vigilant de Sa Majesté. Il en fait une des priorités industrielles du Maroc. Il surveille l'ensemble des opérations. Donc ce que nous avons tracé sous ces hautes orientations ne pourra pas, ne vous inquiétez pas. Il n'y a personne qui pourra changer la stratégie marocaine, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Donc le secteur automobile est sur les rails. Aujourd'hui, il ne changera pas de trajectoire. Et cette trajectoire est, à mes yeux, de ce que je vois de ma fenêtre, invraisemblable. Donc, permettez-moi de me réjouir de voir, où nous sommes arrivés. C'est quand même fantastique ce que nous avons vécu aujourd'hui, ce que nous avons vu et écouté de la part des opérateurs marocains, des donneurs d'ordre internationaux, des équipementiers internationaux quant à la qualité et à la capacité de nos ressources humaines. Eh bien, ce que nous avons entendu est magnifique. Mais ce qui vient, ce qui est devant nous, est encore beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant. Restez alerte les prochains jours et les prochaines semaines. Il y aura beaucoup d'annonces. Voilà pour ce secteur. Merci. Moulay Hafid El-Alami, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique. Merci infiniment. Je ne vous souhaite pas bonnes vacances, puisque manifestement, même en plein cœur de l'été et en période électorale, vous n'en prenez pas. Ben écoutez, je pense que il n'y a pas pour le business, pour le développement et pour l'industrie, il n'y a pas de congé. C'est du 24 sur 24. Lorsque vous avez un investisseur qui veut ouvrir une usine, il n'attend ni période électorale, ni quoi que ce soit. Donc nous, on n'a rien. Au ministère, nous travaillons et les opérateurs non plus. Nous sommes vissés à nos ordinateurs, à nos téléphones et prêts à dégainer à tout moment. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur ce plateau et à toutes celles qui ont contribué à la préparation de ce rendez-vous de l'industrie qui était consacré au secteur de l'automobile.